capsule suivante vous est présentée par Donald et la zone rouge. Bonjour, peuple du Québec! Comme nous sommes présentement en zone critique de pandémie, la séance d'aujourd'hui sera dédiée aux procédures à suivre pour vous débarrasser de la COVID-19. Pour réaliser le mélange qui vous sauvera la vie, vous aurez besoin des éléments suivants. D'abord, de l'eau de Javel. Ensuite, votre sauce piquante favorite. Mélangez ensuite le tout et dégustez ce divin breuvage afin de vous débarrasser de la COVID-19. Oh, wesh! Non, Monsieur Ketchup! Ne faites surtout pas ça! Il n'est pas question aujourd'hui des étapes pour se débarrasser de la COVID-19. La séance d'aujourd'hui porte sur les étapes pour bien écrire une dissertation philosophique. Ça fait que mettez votre eau de Javel de côté, Monsieur Ketchup. On est peut-être en zone rouge, mais on n'aimerait pas ça que vous deveniez bien vert à cause de votre délicieux cocktail. OK! Donc, bienvenue tout le monde à ce cours sur la dissertation philosophique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à déjà cette 5e séance du cours de philosophie. Ça passe très très vite, on est déjà à la mi-session. Pour aujourd'hui les amis, je tiens à m'excuser et à faire mon mea culpa. Malheureusement, ce ne sont pas tous les cours qui pourront être funky. Parfois, il y a des cours très arides qu'on n'a pas le choix de faire si on veut passer notre session. Et aujourd'hui, malheureusement, ça ne fera pas exception. Ce ne sera malheureusement pas le cours le plus sexy de la session. Pourquoi? Parce qu'on va parler de dissertation! Et oui, malheureusement, nous n'avons pas le choix de faire un bon refresh de comment faire une dissertation en philosophie. Parce que, étrangement, à la fin de votre cours de philo 1, dès lors que les vacances arrivent, tout ce que vous avez appris disparaît comme par magie. Puis il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la classe qui ne viennent pas du cégep de Lévis, qui n'ont donc jamais fait de dissertation. Donc ce cours-là est vraiment pour vous les amis. On va vraiment passer de A à Z toutes les étapes qu'il faut respecter pour faire une bonne dissertation en philo 2. Dès lors, pour bien suivre la séance d'aujourd'hui, je vous invite à avoir en main 2 documents en particulier. D'abord, je vous invite à prendre la grille de correction de la dissertation finale qui se retrouve à la toute fin du plan de cours que je vous ai donné en début de session. Sur cette grille de correction-là, vous avez exactement tous les paragraphes, de même que toutes les informations qui sont nécessaires d'inscrire dans chacun des paragraphes, ainsi que les points qui sont attribués à chacune de ces sections et de ces éléments d'information-là. Cette grille de correction-là est extrêmement importante parce que c'est en fait votre plan lors de votre dissertation. C'est votre map. C'est ce que vous devez suivre. C'est votre guide, votre checklist lorsque vous allez rédiger votre dissertation. C'est donc extrêmement important de l'avoir en main lorsque vous allez rédiger, mais aussi aujourd'hui. Parce qu'on va vraiment voir étape par étape chacune de ces sections-là qui sont inscrites sur la grille de correction. Deuxième chose aussi très importante à avoir en main, le fameux kit de dissertation que j'ai rendu disponible sur Léa. Ça, c'est la preuve de mon infinie bonté, mon infinie générosité. Le fait que je suis littéralement le Jésus de Nazareth du Vieux-Lévis. Effectivement, je vous ai donné un kit de dissertation. Qu'est-ce qu'il y a dans ce kit de dissertation-là? C'est bien simple. Tout ce que je vous dis aujourd'hui pendant la séance, ça se retrouve textuellement, écrit directement dans le kit de dissertation. Donc, s'il y a des choses qui vous échappent, tout est inscrit dans le kit de dissertation. Puis en plus, je suis tellement fin, je suis tellement bon, je suis tellement un homme qui donne parce que je vous aime. Je vous aime, mes salauds. Je vous aime tellement que je vous
vous ai même mis des exemples de textes dissertatifs, donc des exemples de la dissertation pour chacune des sections de cette dite dissertation-là. Donc, si vous dites « Ouais, mais de quoi ça a l'air exactement une introduction? » Ben, je vous ai mis un exemple d'une étudiante qui avait déjà fait une dissertation en philo 2 et j'ai copié-collé son paragraphe dans le kit de dissertation. Fait que dans le fond, là, vous êtes bien outillé pour faire cette dissertation finale-là. Il ne vous manque absolument rien. Donc, c'est quoi l'objectif général d'une dissertation en philosophie 2? Ben, on dit que cette dissertation-là, c'est une dissertation comparative. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ben, ça va vouloir dire essentiellement que l'un des objectifs de cette dissertation-là, c'est que vous puissiez démontrer que vous connaissez certaines théories philosophiques et que vous êtes capable de les appliquer à une question donnée, mais aussi de les comparer entre elles. C'est donc ce qui fait véritablement la spécificité de la dissertation de Philo 2. En Philo 1, vous aviez évidemment une dissertation qui était argumentative. Le volet argumentatif va rester dans la dissertation de Philo 2. C'est juste que là, on va lui ajouter un volet comparatif, où est-ce que vous allez devoir expliquer des théories, les appliquer à la question et ensuite comparer vos deux théories que vous aurez choisies. Donc, ne tardons plus, chers amis, et attaquons-nous à chacune de ces fameuses sections de la dissertation comparative. Introduction. Le paragraphe d'introduction est vraiment pas différent de ce que vous avez peut-être déjà fait dans une dissertation de philo 1. L'introduction, c'est véritablement pour introduire son sujet. On va d'abord vous demander de faire ce qu'on appelle un sujet amené. Un sujet amené, c'est très simple. Vous le faites probablement déjà en littérature, vous l'avez fait dans d'autres cours. Un sujet amené, c'est simplement d'introduire le thème ou le sujet de votre dissertation de manière originale. Et là, j'insiste sur le mot original. Attends un petit peu, JP. T'as-tu dit original? Oui, introduire ça de manière originale. Qu'est-ce que ça veut dire introduire son sujet de manière originale? Ben, ça veut dire une chose essentiellement. Éviter les formules vides, poches, vagues du genre « depuis que le monde est monde »,« depuis que les dinosaures ont foulé la terre »,« depuis que la société est apparue ». Fuck off! C'est de la merde, ça! Vous n'étiez pas là, ce sont des formules vides, plates à mourir. Il faut que ce soit intéressant. Vous devez captiver l'attention de votre lecteur. C'est extrêmement important. Puis c'est tellement important d'ailleurs que ça change tout mon mood pendant que je vous corrige. Si vous avez un bon sujet amené, que je trouve drôle, intéressant, ben je vais avoir le smile d'en face tout le long de votre dissertation, fait que ça va probablement vous aider dans vos résultats. Mais inversement, si votre sujet amené est vraiment de la merde, je vais starter ça avec une baboune. Donc ça se peut que je sois un petit peu plus choqué quand je vais corriger votre copie, et puis vous voulez pas ça. Mais là, JP, comment je fais pour introduire mon sujet de manière originale? Ben, c'est super simple. Vous pouvez, par exemple, utiliser un fait d'actualité qui serait en lien avec la question. Vous pouvez aussi utiliser un fait historique qui serait en lien avec le sujet. Vous pouvez aussi utiliser un exemple tiré d'un film que vous avez vu ou bien d'une chanson que vous avez entendue qui parle du sujet de la dissertation. Bref, il y a 1001 manières d'introduire ça de manière originale. Il n'en tient qu'à vous. Mais l'important, je le répète, c'est d'être original. Puis pour ceux qui vont me faire des sujets amenés plates, poches, puis vraiment pas originaux, ben j'ai déjà prévu un châtiment pour vous. Monsieur Ketchup va débarquer chez vous, puis il va vous le faire payer pas à peu près. Puis je vais vous en coller toute une. Ensuite, on tombe dans ce qu'on appelle le sujet posé. Le sujet posé, c'est extrêmement simple aussi. D'abord, vous devez poser la question de la dissertation. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous copiez et vous collez la question dans la dissertation, tout simplement. Pas besoin de la reformuler, pas besoin de la dire en d'autres mots. Non, vous copiez la question que sur votre évaluation et vous la collez directement dans l'examen. Si la question de votre évaluation, c'est « Est-ce que la peine de mort est morale? » Ben c'est simple, dans votre dissertation, vous écrivez « Alors, on peut se poser la question suivante. Est-ce que la peine de mort est morale? » Easy shit! Ensuite, dans ce sujet posé-là, vous devez faire une chose très importante. Il faut impérativement
définir les concepts de la question. Normalement, c'est quelque chose que vous avez déjà appris dans votre cours de philo 1. Vous savez ce qu'est un concept, donc vous devez identifier les concepts dans la question. Les concepts, c'était quoi? C'était les termes philosophiques importants dans la question qu'on n'a pas le choix de définir, donc d'expliquer, pour bien comprendre le sens de la question. Je vous rappelle que pour définir ces fameux concepts-là, vous devez fournir des définitions qui sont valides d'un point de vue philosophique. Donc, vous devez vous assurer que votre définition n'est pas circulaire, qu'elle n'est pas synonymique, qu'elle n'est pas négative non plus. Donc, il faut vous assurer que votre définition fonctionne. Aussi, je vous suggère fortement de ne pas utiliser de définition de dictionnaire. Pourquoi? Parce que les définitions dans les dictionnaires, généralement, ne sont pas valides d'un point de vue philosophique. Souvent, par exemple, les définitions vont être circulaires. Par exemple, si vous cherchez le concept d'amour dans le dictionnaire, ben amour, ça va être marqué dans le dictionnaire le fait d'aimer. Donc, encore une fois, ça ne fonctionne pas philosophiquement parce qu'on tourne en rond, c'est circulaire. Donc, faites très attention à ça. Cependant, vous pouvez vous inspirer de dictionnaires spécialisés ou de définitions que vous trouvez aussi sur Internet pour formuler la vôtre, mais très important, pas de copier-coller. Vous devez effectivement faire vous-même votre propre définition de concept qui est valide sur le plan philosophique. La dernière partie de l'introduction, c'est ce qu'on appelle le sujet divisé. Qu'est-ce que vous allez faire dans le sujet divisé? D'abord, vous allez devoir énoncer les théories que vous avez choisies pour répondre à la question. Effectivement, comme je l'ai dit au début de la séance, la dissertation Philo 2, c'est une dissertation qu'on dit comparative. Vous allez donc devoir choisir 2 théories philosophiques qu'on a vues durant le cours. Vous choisissez les théories de votre choix. Vous allez devoir utiliser ces 2 théories-là pour répondre notamment à la question et ensuite vous allez devoir comparer ces 2 théories-là. Encore une fois, ces 2 théories-là, c'est vous qui choisissez celle qui vous convient le mieux, celle avec lesquelles vous êtes les plus à l'aise. Ce n'est pas grave même si les 2 théories ont la même réponse par rapport à la question. Parce que de toute manière, ils ont peut-être la même réponse, mais ils vont s'opposer de par leurs explications. C'est-à-dire qu'ils ne fourniront pas nécessairement les mêmes justifications pour en arriver à la même réponse. Évidemment, si les 2 théories que vous choisissez ont des opinions différentes par rapport à la question, ce sera probablement encore plus facile de les comparer par la suite. Donc, au début de votre sujet divisé, vous dites simplement quelle théorie vous avez choisie. Donc, vous dites par exemple, pour répondre à cette question, j'utiliserai la théorie rationaliste de Descartes et la théorie de la volonté de puissance de Nietzsche. Donc, c'est aussi simple que ça. Ensuite, en toute fin de sujet posé, vous allez aussi présenter votre thèse et votre argument. Effectivement, comme je l'ai aussi mentionné tout à l'heure, dans la dissertation de Philo 2, on conserve ce que vous faisiez déjà dans votre dissertation de Philo 1, c'est-à-dire l'argumentation. Donc, dans les 3 derniers paragraphes du développement, ce sera la section qu'on pourrait appeler argumentative, là où vous allez notamment formuler votre position par rapport à la question, donc votre propre opinion par rapport à la question, et surtout votre argument. Donc, pourquoi votre position, vous considérez que c'est la bonne? Encore une fois, ici, poser sa thèse et son argument, ça se fait en une seule phrase. Par exemple, si je reprends la question « Est-ce que la peine de mort est morale? » ma position, ça pourrait être « Je crois que la peine de mort n'est pas morale parce qu'elle brime la liberté individuelle. » Point. Une seule phrase. Développement. On en arrive donc maintenant au nerf de la guerre, c'est-à-dire le développement. Donc le développement, si vous regardez bien la grille de correction, il est divisé en 6 paragraphes. Donc le développement, si vous regardez bien votre grille de correction, il est composé de 2 sections distinctes. La première section, qui correspond aux 3 premiers paragraphes, correspond à ce qu'on pourrait appeler la section objective de la dissertation, c'est-à-dire la section où on va expliquer et appliquer les 2 théories qu'on a choisies et ensuite comparer ces 2 théories-là qu'on aura choisies. La deuxième section du développement correspond à ce que j'appelais tantôt la section argumentative, où vous devrez effectivement formuler
votre position. Donc, c'est votre opinion que vous allez formuler dans l'argument. Vous allez ensuite faire une objection et une réfutation. Je vais revenir un petit peu plus tard sur qu'est-ce que c'est qu'un argument, une objection et une réfutation. Mais revenons à la première section du développement, ces fameux 3 premiers paragraphes qui correspondent finalement aux paragraphes de théorie philosophique. Dans ces 3 premiers paragraphes-là, il est extrêmement important de toujours demeurer objectif. C'est-à-dire que ce n'est pas votre opinion que je vous demande dans ces paragraphes-là. Je vais vous demander d'expliquer et d'appliquer les théories d'auteur qu'on a vues en classe par rapport à la question. Donc, jamais dans le cours de ces 3 premiers paragraphes-là, vous devriez me donner votre opinion. Ça, c'est pas là qu'on va faire ça, ça va être plus tard. Théorie 1. Si on regarde le premier paragraphe du développement, c'est inscrit explication et application de la première théorie. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez devoir choisir 2 théories philosophiques pour répondre à la question. Ce sera donc celle de votre choix. Dans ce premier paragraphe de développement, vous allez d'abord expliquer et appliquer une des 2 théories que vous avez choisies. Donc, si par exemple, vous avez choisi la théorie rationaliste de Descartes, la première chose que vous devez faire dans votre paragraphe, c'est expliquer la théorie de Descartes. Ça consiste en quoi exactement? Ben, c'est un peu comme si vous deviez expliquer toute la théorie de Descartes à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de lui. Ça veut donc dire que vous devez faire un résumé d'ensemble de la théorie de Descartes en prenant soin de bien définir les concepts. Parce qu'encore une fois, quand vous écrivez, écrivez toujours comme si vous parliez à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Descartes de sa vie, et vous devez donc partir du début pour lui expliquer l'ensemble de sa théorie. Évidemment, on a vu beaucoup de contenu dans les cours théoriques. Donc, ce serait complètement insensé de vous demander de répéter absolument tout ce que j'ai dit dans le cours. Donc, c'est pas ça le but. Le but, c'est pas de répéter systématiquement tout ce que j'ai dit, mais de me faire un résumé synthétique. C'est-à-dire un résumé où est-ce que vous allez utiliser les concepts importants dans la théorie de Descartes et surtout les concepts qui vont être pertinents pour répondre à la question. Par conséquent, il se peut très bien, si vous prenez Descartes, par exemple, que dépendamment de la question, ben, ce soit pas nécessaire de parler nécessairement du mauvais génie ou bien de parler du dualisme cartésien. Donc, selon la question que vous allez avoir, votre résumé global de la théorie de l'auteur va changer. C'est donc à vous de déterminer quels concepts vous apparaissent fondamentaux à expliquer, à analyser et à définir pour que la personne à qui vous vous adressez comprenne bien la théorie et qu'ensuite l'application soit claire. Aussi, très important, très important! De grâce, ne faites surtout pas juste un copier-coller des éléments qu'il y a dans vos diapositives ou dans vos notes de cours. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que vous me démontriez que vous comprenez la théorie de l'auteur. Donc, il faut qu'il y ait des liens logiques entre les idées. Donc, c'est pas juste de me copier tous les concepts avec toutes les définitions dans 5 phrases différentes. C'est pas ça. Il faut que ça se passe dans un texte suivi avec des marqueurs de relation, puis que ça me démontre que vous comprenez le raisonnement logique de l'auteur. Donc, c'est très important de suivre un certain ordre logique dans l'exposition des idées de l'auteur et pas juste de me faire un copier-coller de tous les concepts que vous avez vus, parce que ça ne me montrera pas que vous avez compris l'auteur en question. Donc, une fois que vous avez fait ce résumé synthétique donc, de la théorie de l'auteur, vous allez devoir l'appliquer à la question. Appliquer l'auteur à la question, ça suppose que vous vous mettiez dans la peau de l'auteur et que vous me disiez qu'est-ce que l'auteur répondrait par rapport à la question. Donc, dépendamment de l'explication de la théorie que vous avez faite précédemment, vous allez utiliser les concepts que vous avez exposés et expliqués pour répondre à la question, mais du point de vue de l'auteur. Donc, qu'est-ce que l'auteur répondrait par rapport à la question? Donc, si j'utilise encore mon exemple de Descartes, admettons que la question serait « Est-ce que le transhumanisme, c'est une bonne chose? » Ben, Descartes répondrait « Oui » à la question. Et là, il faut expliquer pourquoi exactement Descartes
répondrait oui à la question. Donc là, on va faire écho à ce qu'on a dit dans l'explication. On pourrait dire dans ce cas-là, Descartes est d'accord avec l'idée de transhumanisme parce que selon Descartes, l'être humain est divisé en deux parties distinctes, le corps et l'âme est nécessairement supérieure au corps qui n'est une grande mécanique, et d'ailleurs l'âme se doit de perfectionner le corps, le modifier pour le rendre aussi parfait que la rationalité, que l'âme elle-même. Donc ça, c'est un exemple d'application de la théorie par rapport à la question. Donc on se met dans la peau de l'auteur et on essaie de déterminer qu'est-ce que l'auteur répondrait par rapport à la question et pourquoi. Évidemment, dans l'application, vous n'avez pas besoin de me redéfinir encore les concepts que vous utilisez parce que là, vous allez déjà les avoir exposés puis expliqués dans la petite section explication de la théorie. Donc là, c'est véritablement de l'application pure et simple. Donc, ces deux sections-là du premier paragraphe de théorie, l'explication et l'application, comptent respectivement pour 3 points chacune. Et on parle donc d'un paragraphe qui fera plus ou moins 200 mots. Ça peut être évidemment plus que ça, mais en bas de 200 mots, ça va être difficile pour vous de bien expliquer la théorie et surtout de l'appliquer clairement. Théorie 2. On tombe ensuite au deuxième paragraphe du développement, l'explication et l'application de la théorie numéro 2. Donc, vous avez choisi aussi une deuxième théorie. La démarche est exactement la même que dans le premier paragraphe, c'est-à-dire que vous devez expliquer la théorie, en faire un résumé d'ensemble, comme si vous deviez expliquer ça à quelqu'un qui connaît absolument pas l'auteur dont vous parlez, et ensuite, l'appliquer cette théorie-là par rapport à la question. Donc, qu'est-ce que l'auteur répondrait par rapport à la dite question et pourquoi? Encore une fois, tout ça dans un paragraphe de plus ou moins 200 mots. Comparaison. Le troisième paragraphe de la dissertation constitue le paragraphe de comparaison des théories. Donc, jusqu'ici, vous avez expliqué et appliqué chacune de vos deux théories philosophiques. Dans la comparaison, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez comparer ces deux théories-là. Qu'est-ce que ça veut dire exactement que de comparer nos théories? Je vous demande en fait de les comparer sur la base de 2 points de comparaison. Parmi ces 2 points de comparaison-là, il faut impérativement qu'il y ait au moins une différence entre vos auteurs. Ce que ça veut dire, c'est que vous ne pouvez pas me dire les deux auteurs pensent tous les deux telle affaire. Ben, juste me dire ça, c'est pas suffisant. Il va falloir que vous me trouviez aussi une différence. Donc, ça peut être une différence et une ressemblance, ou ça peut être 2 différences, ou ça peut être aussi 3, 4 éléments de comparaison. Évidemment, je vous demande 2 points de comparaison, mais vous pourriez très bien en utiliser 3, 4 ou 5 même. Tout va dépendre de la quantité d'informations que vous pouvez me donner pour chacun de vos points de comparaison. Par exemple, si vous me dites, Nietzsche et Descartes se distinguent de par la vision qu'ils ont de l'être humain. Descartes pense que l'homme est d'abord un être de raison. Nietzsche croit qu'on est d'abord un être de corps. Si vous me dites juste ça, oui, c'est un excellent point de comparaison, mais ça se fait assez vite, donc il n'y a pas beaucoup de développement. Donc, si vous avez peur que votre point de comparaison soit pas assez développé ou que ça se résume assez rapidement, peut-être que vous êtes mieux de mettre 3 ou 4 points de comparaison pour avoir au moins un paragraphe qui est quand même substantiel. Car si vous regardez le pointage de ce paragraphe de comparaison-là, il compte quand même pour 6 points. Je m'attends donc à un bon paragraphe avec quand même un développement assez substantiel. Mais là, JP, c'est quoi un point de comparaison? Un point de comparaison, c'est hyper simple. C'est simplement un point, une thématique, une idée à partir de laquelle vous allez pouvoir comparer vos deux auteurs. Les points de comparaison les plus évidents, ce sont effectivement les questions, donc les 3 grandes problématiques du cours. Est-ce qu'on est d'abord un être de corps ou d'esprit? Est-ce qu'on est, par exemple, un être de nature ou de culture? Ça, ce sont des points de comparaison. Donc, vous pouvez très bien utiliser ces questions-là si ce n'est pas la question de la dissertation elle-même. Parce qu'effectivement, il y a une chose que vous ne pouvez pas utiliser comme point de comparaison, c'est-à-dire la position des auteurs par rapport à la question.
Par exemple, si je posais la question « Est-ce que la société nous rend libres? » puis que vous avez utilisé Descartes et Freud, puis que vous dites « Descartes a répondu oui à la question et Freud non », ben vous ne pouvez pas utiliser ça comme un point de comparaison. La position des auteurs par rapport à la question, donc l'application des auteurs ne peut pas constituer un point de comparaison. Vous devez donc chercher d'autres points de comparaison justement pour comparer vos auteurs. Pour déterminer facilement les points de comparaison, c'est assez simple. Vous pouvez même utiliser la grille de révision que je vous ai donnée avant l'examen pour reviser les auteurs. Il y avait certaines colonnes, certaines catégories de questions. Eh bien, tout ça, ce sont des points de comparaison. Mais il peut y en avoir plein d'autres. Vous choisissez le point de comparaison qui vous convient. Tout ce qui est important de respecter, c'est que ce soit des points de comparaison théoriques. Argument! On en arrive ensuite à la deuxième partie du développement, c'est-à-dire la section argumentation. Donc, dans le quatrième paragraphe du développement, vous allez formuler votre thèse et votre argument. Donc, à partir de ce paragraphe-là, on oublie complètement les auteurs. Vous devez maintenant vous-même prendre position par rapport à la question et me formuler un argument qui vient justifier la vérité de votre position. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, il est très important que votre argument soit clair. Puis généralement, un argument clair, c'est un argument qui va s'exprimer en une seule phrase. Si vous n'êtes pas capable de l'exprimer en une seule phrase, cet argument-là, ben ça se peut que ça soit pas si clair que ça. Normalement, votre thèse et votre argument, vous devriez être capable de le formuler en une seule phrase. D'ailleurs, c'est la première chose que vous devez faire dans votre premier paragraphe d'argument. Vous devez d'abord commencer votre argument en énonçant votre thèse et votre argument. Par exemple, je crois que la peine de mort n'est pas morale, ça c'est ma thèse, parce que ça brime la liberté individuelle. Ça c'est mon argument, une seule phrase. Ensuite, vous allez devoir évidemment expliquer votre argument. Bon là, vous avez probablement appris toutes sortes de manières d'argumenter en philo 1. Dépendamment de votre professeur, vous avez probablement insisté davantage sur un type d'argumentation plutôt qu'un autre. Donc, peu importe la manière dont vous avez appris à argumenter dans votre cours de philo 1, vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez. C'est libre à vous. Pour évaluer la validité de votre argument, moi, il y a 3 critères que je vais regarder. D'abord, la crédibilité. Ensuite, la suffisance et finalement la pertinence de cet argument-là. La crédibilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que votre argument doit avoir du gros bon sens. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, il faut qu'il soit crédible, cet argument-là. Normalement, s'appuyer sur une étude, sur quelque chose de fondé, sur un ouvrage, ça peut être une bonne manière d'avoir un argument qui est crédible, justement. Par exemple, si vous me dites qu'il y a de la pauvreté puis de la violence aux États-Unis à cause des immigrants mexicains illégaux qui traversent la frontière, ben c'est pas un argument crédible, parce que les données disent pas du tout ça. Donc, il est important que votre argument soit crédible, mais il faut aussi qu'il soit suffisant. Qu'est-ce que ça veut dire suffisant? C'est que vous devez suffisamment l'expliquer, cet argument-là. Vous ne pouvez pas vous contenter simplement d'énoncer quelque chose sans le prouver, donc sans l'expliquer. Par exemple, si vous me dites, ben les changements climatiques, ça n'existe pas parce qu'encore cet hiver, il y a eu des tempêtes de neige. Ben ça, c'est pas un argument suffisant. Ça n'explique pas suffisamment ce que vous avancez. Et ensuite, votre argument doit être pertinent. Ça, c'est simple. Est-ce que votre argument répond ou non à la question? Il faut évidemment que votre argument soit toujours en lien avec la question. Si vous divaguez, vous allez de tous les bords, puis que finalement vous répondez plus à la question, ben là, il se peut effectivement que votre argument ne soit pas pertinent puis que vous perdiez des points à cause de ça. Ensuite, une fois que vous avez bien expliqué votre argument de la manière que vous le voulez, je vous le rappelle, ben vous devez ensuite me fournir une illustration. Qu'est-ce que c'est une illustration? C'est une preuve concrète de ce que vous avancez. Autrement dit, je vous demande de me prouver que dans le monde concret réel, ce que vous dites, c'est vrai. Mais là, JP, c'est quoi une illustration? Donc, c'est quoi exactement une illustration valide? Ben, ça peut être un fait d'actualité, ça peut être un fait historique, ou ça peut être aussi une statistique. Ça, ce sont les illustrations les plus fortes.
celles qui vous permettent vraiment de prouver que votre argument c'est vrai puis que ça se passe de même dans le monde. Il est donc très important que vous utilisiez des illustrations qui sont directement en lien avec votre argument. Et lorsque vous allez m'amener cette illustration-là, vous devez évidemment l'expliquer un peu, mais surtout me faire le lien avec l'argument que vous avez expliqué précédemment. C'est extrêmement important parce que je dois voir qu'il y a un lien entre l'explication de l'argument et l'illustration. Donc, par exemple, si je prends la question « Est-ce que la peine de mort est morale? » Si ma position c'est « Non, la peine de mort n'est pas morale parce que ça abrime la liberté individuelle », ben, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme illustration? Ben, je pourrais très bien utiliser la Charte des droits et libertés. La Charte des droits et libertés dit qu'on est libre et égaux en droit et donc on dispose tous de la liberté de disposer librement de notre corps et de ce que l'on est. Et ça, c'est un texte enchâssé évidemment dans nos lois et c'est quelque chose de fondamental et lorsqu'on met quelqu'un à mort, ben, on brime cette liberté-là. Donc, j'invoque un texte de loi et ici, je l'utilise comme illustration pour montrer que finalement, ben, c'est vrai que la peine de mort, ça brime la liberté individuelle. Je pourrais aussi très bien utiliser un fait d'actualité qui parlerait des peines de mort ou d'une peine de mort précise qui a eu lieu dans une certaine région du monde. Je pourrais utiliser cet article-là, cet article de journal-là, ce fait d'actualité-là. Il n'y a aucun problème. Donc, il y a plusieurs possibilités pour illustrer votre argument. Évidemment que les chiffres, les statistiques, ce seront toujours les illustrations les plus fortes, il va de soi. Mais un fait historique ou un fait d'actualité, ça fait très bien l'affaire aussi. Et lorsque vous avez complété votre explication et l'illustration de votre argument, je vous demande simplement, en toute fin de paragraphe, de me répéter votre thèse et votre argument. Exactement comme la première phase de votre paragraphe, simplement pour boucler la boucle et faire un petit résumé d'ensemble. Si votre cours de philo 1 est vraiment fucking trop loin, que vous vous souvenez absolument plus comment argumenter, ou bien que vous avez eu tellement une estime momie morte ou un prof poche qui vous a même pas appris à argumenter en philosophie, eh bien, n'hésitez pas à communiquer avec moi. On se rencontrera sur Zoom où on s'arrangera pour que je vous donne les moyens d'apprendre à argumenter efficacement. Un moyen toutefois très simple d'argumenter dans une dissertation philosophique, c'est d'utiliser la méthode parce que, puisque. Comment ça fonctionne exactement? Ça consiste d'abord à dire sa thèse. Je pense que la peine de mort n'est pas morale parce que l'argument, parce que ça brime la liberté individuelle. Donc, je commence par expliquer comment la peine de mort brime la liberté individuelle. Donc, si on contraint quelqu'un à mourir contre son gré, puis ça brime nécessairement sa capacité qu'il a de se déterminer. Très bien, on vient d'expliquer ça. Et ensuite, un puisque, c'est-à-dire la liberté individuelle, c'est important, puisque telle chose. Donc, je dois aussi expliquer pourquoi la liberté individuelle, c'est important. Donc, j'explique que la liberté individuelle, c'est fondamental, c'est enchâssé dans nos chartes, c'est important en société pour que les gens collaborent, coopèrent ensemble, puis ça assure l'ordre social. Bon, là, je viens d'expliquer mon argument dans son ensemble. Donc, la peine de mort n'est pas morale parce que ça brime la liberté individuelle, et puisque la liberté individuelle, c'est important parce que, nécessairement, ça assure l'ordre social en société. Donc, il faut vraiment passer par ces étapes-là où est-ce que vous me donnez votre thèse, l'argument, et ensuite, pourquoi cet argument-là, c'est important en société. Donc, c'est la méthode parce que, puisque. Ça peut être une petite méthode facile pour vous assurer que vous avez une argumentation qui est complète. Mais évidemment qu'il y a toutes sortes d'autres manières d'argumenter. Si vous regardez dans le kit de dissertation, pour les exemples de paragraphes d'argumentation, les paragraphes sont faits en fonction de la méthode syllogistique. Donc, on fait des syllogismes. C'est un peu comme la manière dont je viens de vous parler avec le parce que, puisque, mais c'est simplement formalisé de manière différente avec une prémisse universelle et une prémisse mineure, puis une conclusion. Donc, évidemment que si vous n'avez pas argumenté comme ça, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette méthode-là, mais simplement gardez en tête que la méthode qui a été utilisée dans les exemples que je vous ai fournis, c'est celle-là. Mais il y a évidemment plusieurs autres manières d'argumenter. Encore une fois, si vous avez des problèmes à cet égard-là, communiquez avec moi, n'hésitez surtout pas. Objection. On en arrive ensuite au paragraphe d'objection.
Qu'est-ce que c'est que l'objection exactement? Ben, l'objection, ça consiste à se mettre dans la peau de nos adversaires, c'est-à-dire ceux qui vont avoir la position contraire à la nôtre. Donc, les gens qui vont défendre la thèse adverse. La thèse adverse, ça va être quoi? Ben, ça va simplement être le contraire de la nôtre. Par exemple, si moi, ma thèse, ma position, c'est la peine de mort n'est pas morale, ben, mes adversaires, eux autres, leur thèse, ça va être la peine de mort est morale. Donc, c'est la thèse adverse, la thèse contraire à la nôtre. Donc, dans ce paragraphe-là, on doit se mettre dans la peau de nos adversaires et nous dire, écrire dans notre dissertation, qu'est-ce qu'ils diraient justement pour défendre, eux, leur position. Donc, le principe est exactement le même que dans votre propre paragraphe d'argumentation. Votre objection doit commencer par le résumé de la thèse et de l'argument de vos adversaires. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez, comme dans votre propre paragraphe d'argumentation avec votre propre thèse, expliquer l'argument de vos adversaires de la manière de votre choix, avec la méthode d'argumentation qui vous plaît, comme dans le paragraphe précédent. Les critères de correction pour ce paragraphe-là sont donc exactement les mêmes que dans le précédent. Je vais évaluer la pertinence, la suffisance et la crédibilité de l'argument ici. Ici, ce qui est très important, c'est de ne surtout pas faire exprès pour avoir un argument mauvais pour l'objection. Le but de l'objection, c'est justement pas d'avoir une objection qui est hyper faible ou qui ne fonctionne pas. Donc, le but, c'est vraiment que vous vous mettiez dans la peau de vos adversaires, et vos adversaires vous donnent un argument qui est crédible, pertinent et suffisant. Donc, vous devez vraiment vous forcer pour trouver un argument qui va contre ce que vous pensez. Et il faut que cet argument-là soit bien défendu, puis soit bien expliqué, et qu'il soit aussi bien illustré par la suite avec un fait d'actualité, un fait historique ou une statistique. Parce que si vous faites exprès pour mettre une objection de merde, ben malheureusement, vous allez perdre beaucoup de points pour la crédibilité, la suffisance puis la pertinence de l'argument. Et finalement, après avoir bien expliqué, bien illustré l'objection de nos adversaires, ben on la résume en une phrase en fin de paragraphe en disant, donc on peut conclure en disant que nos adversaires ou certaines personnes pourraient nous objecter que la peine de mort est morale parce qu'elle assure la sécurité du public. Point. Une seule phrase. Réfutation. On en arrive ensuite au dernier paragraphe de la section argumentative, ce qu'on appelle la réfutation. La réfutation, ça consiste à quoi exactement? Ben, ça consiste justement à démontrer que l'objection de notre adversaire ne fonctionne pas. Parce qu'évidemment, le but de l'argumentation, c'est oui de se confronter à une thèse adverse, mais ultimement, c'est de démontrer que notre position est la meilleure. Donc, on ne peut pas laisser nos adversaires avoir le dernier mot. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit montrer que leur argument ne marche pas. Comment vous pouvez faire exactement pour réfuter l'objection de vos adversaires? Eh bien, il y a mille et une manières de le faire. Vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez. Vous pourriez, par exemple, amener un contre-exemple, donc un fait historique ou un fait d'actualité qui vient contredire l'argument de vos adversaires, ce qui montrerait que, dans le fond, leur argument ou leur idée ne fonctionne pas dans tous les cas et donc que ça ne marche pas tout court. Vous pourriez aussi déboîter logiquement l'argument de vos adversaires en montrant que ça peut donner lieu à des conséquences qui sont néfastes ou ça peut devenir problématique dans certains contextes. Bref, vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez pour réfuter l'objection de vos adversaires. Mais l'objectif, c'est toujours de démontrer que c'est votre position la meilleure et que vos adversaires ont tort. Faites attention à une chose cependant dans votre réfutation. Faites attention pour ne pas simplement redire l'argument que vous avez déjà énoncé dans votre paragraphe d'argument avec votre thèse. Vous ne pouvez pas réutiliser exactement la même idée que vous avez déjà exposée. Vous devez amener quelque chose de neuf dans la réfutation pour justement réfuter l'objection de vos adversaires. Donc, par exemple, je ne pourrais pas dans ma réfutation utiliser l'idée selon laquelle la peine de mort brime la liberté individuelle pour répondre aux gens qui m'ont fait une objection si j'ai utilisé cet argument-là dans mon premier paragraphe d'argumentation. Il faut donc que ce soit une idée neuve, une idée nouvelle, mais vous avez toute la marge de manœuvre pour réfuter de la manière dont vous voulez.
Et en toute fin de paragraphe, comme dans tous les autres paragraphes de l'argumentation, je vous demande simplement de me résumer en tant que tel la réfutation que vous avez énoncée dans ce paragraphe-là en une seule phrase, tout simplement. Conclusion. Finalement, nous sommes rendus au dernier paragraphe de la dissertation, la conclusion. C'est très très simple la conclusion, il y a deux choses à faire. Première chose, on doit simplement faire une synthèse globale de l'ensemble de la dissertation. Ça veut donc dire résumer les théories qu'on a choisies et quelles étaient les positions respectives des auteurs. Ensuite, résumer l'argument, l'objection et la réfutation. Bref, il s'agit de faire une synthèse, dans le fond, très rapide de tout ce qui a été globalement dit dans la dissertation. Et en toute fin de texte, je vous demande finalement de me faire une ouverture. Qu'est-ce que c'est une ouverture? Ben, c'est simplement d'émettre une question qui va ouvrir vers un nouveau débat. Donc, généralement, je vous demande de formuler une nouvelle question philosophique qui nous amènerait à réfléchir sur un nouveau débat dans une autre dissertation ultérieure. Il y a trois choses qui sont hyper importantes pour l'ouverture. D'abord, première des choses, votre ouverture doit impérativement être originale. C'est exactement comme votre sujet amené. Il faut que ce soit original. Sinon, vous connaissez le châtiment. Je vais vous en colisser un autre. Fait que ce que ça veut dire, c'est copiez pas puis collez pas dans votre texte une autre des trois questions qu'il y avait sur votre questionnaire pour l'évaluation finale. Ça va être fucking poche puis c'est la pire affaire à faire. Donc, soyez original, formulez-moi une question originale différente. Deuxième chose importante aussi, il faut que votre nouvelle question ait un lien quand même avec ce qui a été dit dans la dissertation. C'est-à-dire que la question peut porter sur un sujet qui est complètement différent. Cependant, vous devez me démontrer qu'il y a un lien entre ce que vous avez dit et cette nouvelle question-là. Autrement dit, il ne faut pas juste que vous me copiez et coller une nouvelle question sortie comme ça, out of nowhere. Il faut que je vois qu'il y a un lien entre cette nouvelle question-là et ce que vous avez dit auparavant. Et finalement, faites attention pour ne pas poser une question à laquelle vous auriez déjà répondu dans le cadre de votre dissertation. Notamment dans la section argumentative, vous allez m'amener des nouveaux arguments. Ben, faites attention pour ne pas me poser une nouvelle question à laquelle vous auriez déjà répondu dans l'argumentation. Parce qu'encore là, ça ne marchera pas. Donc, si vous avez besoin de plus d'exemples sur les paragraphes de dissertation, ben je vous rappelle, allez voir le kit de dissertation, c'est votre saint graal. Faites-les laminer puis collissez-la dans le mur de votre chambre le soir avant de dormir puis regardez-le. Ce kit de dissertation-là, c'est fantastique. Il y a toutes les informations nécessaires puis dont vous allez avoir besoin pour bien faire la dissertation. Puis si vraiment vous avez de très gros problèmes avec l'argumentation parce que votre cours de philo 1 c'est fucking trop loin, ben n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi par Mio. Faites-le très rapidement, faites-le pas à dernière minute parce que sinon ça se peut que j'ai juste pas le temps de vous répondre. On va essayer de se planifier une rencontre Zoom, puis on va essayer de regarder ça ensemble puis trouver un moyen pour que vous puissiez argumenter facilement. C'est donc enfin terminé pour le bout le plus aride du cours cette session-ci, chers amis. Je vous promets que la prochaine séance théorique sera beaucoup plus folie puis beaucoup plus funky que celle-là. Et surtout, pas mal plus intéressante. Je vous souhaite donc d'ici là une excellente dissertation préparatoire. Et je vous dis aussi, entre-temps, sombrez dans l'excès, le vice, le chaos et le rock'n'roll! Salut tout le monde!